Loneliness is a terrible, terrible thing, man. And if you don't know how to conquer it, it can eat you alive. Salut à toi et bienvenue sur Tataki. Alors avant de commencer l'épisode, merci beaucoup, on a atteint les 100 000 abonnés sur YouTube et pour toutes vos questions laissées sous l'épisode précédent, promis, la FAQ arrive. En attendant, continuez de vous abonner, de liker, de partager, ça fait chaud au cœur. Aujourd'hui, on va parler de la santé mentale, un sujet qui touche tout le monde, mais qui est particulièrement présent dans l'univers de la musique. Alors ça a souvent été esquivé parce qu'on l'a longtemps associé au concept de fragilité, quelque chose qui était contraire à ce qui était ultra prôné dans le rap, la dureté, la solidité d'esprit. Et les artistes ont assimilé le fait que parler de ça, c'était tabou. Pourtant, chaque artiste est éprouvé à un moment donné dans sa carrière et passe par des difficultés. Ce qui fait que dans cet épisode, on va revenir sur la façon dont il parle de santé mentale et aussi de l'influence destructrice de la célébrité et du business sur le psychique. C'est parti. Alors on l'a tous remarqué, le profil de l'artiste torturé ces dernières années dans le rap c'est devenu une mode. La question qu'on peut se poser c'est est-ce que finalement cette tendance c'est pas tout simplement le reflet d'un mal-être qui a toujours été là mais qui explose enfin au grand jour. Ça se faisait déjà à l'ancienne si on pense par exemple à Suicidal Thoughts de Notorious Big, un morceau dans lequel il parle de ses pensées suicidaires, il termine même par se suicider à la fin du son. Ou encore TS de Diams qui était littéralement une psychothérapie dans laquelle elle se livrait comme jamais. Mélanie, petite fille fière et bonne élève, a tenté de fuir la vie, un goût de somnifère sur les lèvres. Mais hormis ces quelques exemples, ce qui était plutôt courant à l'époque, c'était l'ego trip, à la Lunatic ou Arsenic. Eux, ils exprimaient leur tristesse à travers la violence des mots. Tandis qu'aujourd'hui, le rapport à la déprime et au mal-être est beaucoup moins maquillé. Mentir ne sert à rien. Je te dis que ça va, mais regarde-moi, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui va bien? Elle a voulu que je lui parle, elle a fini par pleurer la psy. Marre d'être déprimé, Seigneur m'entends-tu? Je me détruis même au détriment de mon art. Se servir de la musique comme d'une thérapie, c'est ce que beaucoup d'artistes ont décidé de faire et d'assumer. Alors ce qui a profondément marqué une rupture selon moi, c'est l'année 2015, ce qu'on appelle le nouvel âge d'or du rap français, la démocratisation du style auprès d'un public plus large. Il n'y a qu'à voir un Nekfeu, un L'Homme Pâle ou même un Gizmo, l'image classique du rappeur s'est radicalement diversifiée. J'ai déçu tous les gens que j'aime, non je sais pas trop m'y prendre. Le diable cherchait une âme, mais moi j'ai failli lui fendre. À 6 ans j'ai dû voir un psy, j'ai dû voir un psy. À 16 ans j'ai dû voir un psy, je suis une mauvaise graine. Alors que ce soit l'anxiété, la dépression ou encore le suicide, c'est des sujets qui aujourd'hui sont abordés de manière décomplexée et qui sont même devenus une source d'inspiration pour toute une vague d'artistes. Il suffit de penser au nouveau style émo-déprimé qui s'est imposé aux States dernièrement avec des Lil Pump, Lil Peep ou encore XXXTentacion. C'est vraiment le reflet de toute une génération en pleine crise identitaire qui noie son désespoir dans la ligne et toutes sortes de drogues. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel okay. Then I know what it's like this life to live forever. Then I know what it's like this life to live forever. Then I know what it's like to be the man forever, like to have these bands forever. Et parfois les paroles sont vraiment trash. Tu peux penser à l'album 17 de XXXTentacion où il te parle de son état psychique catastrophique et il te dit littéralement je souffre, je veux me mettre 10 balles dans la tête. On peut se demander si finalement le fait d'être malheureux c'est pas nécessaire pour la créativité de ces artistes. Je sais pas ce que t'en penses, fais-le nous savoir en commentaire. En tout cas, ce que Lelo il disait dans une interview, c'est que pour lui, il se doit de cultiver sa mélancolie pour créer son art. Et c'est loin d'être le seul. Je crée puis je casse tout, c'est merveilleux. Je me détruis un peu chaque jour, c'est ma vie. Par contre, ce qui est risqué avec le fait de cultiver cette mélancolie pour un artiste, c'est qu'à force, il ouvre des portes dans son esprit qu'il n'aurait jamais ouvertes, et là, ça peut mal tourner. Ce qui est vraiment important de faire, c'est la distinction entre ceux qui l'abordent sous un aspect glamour et ceux qui rentrent vraiment dans le cœur du sujet, en te parlant d'hospitalisation, de traitement, d'addiction, de vraies maladies mentales finalement, ce qui nous permet d'enchaîner avec la deuxième partie. Il y a une pensée très répandue qui dit que plus un artiste est fou, plus il crée et plus son art est exceptionnel. Mais en principe, les premiers concernés déconstruisent ce cliché, à l'image de Desporuti, un rappeur français de renommée qui a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des épisodes de schizophrénie et qui a même dédié un de ses albums à sa psychiatre. J'aime ma psychiatre comme un fou.
J'aime un psychiatre comme un fou. Pour lui, une personne atteinte de troubles psychiques suit des traitements lourds et est donc incapable de créer. C'est seulement une fois sortie de ses crises de folie qu'elle peut mettre en musique son expérience. C'est loin d'être un avantage comme certains peuvent le penser. Mais là où la situation est alarmante, c'est de voir que la santé mentale, c'est pas une priorité pour les structures qui encadrent les artistes. On peut le voir avec certains médias ou même certaines maisons de disques qui poussent l'artiste à constamment montrer une certaine image pour répondre aux attentes du public. Et le plus connu d'entre tous, c'est Kanye West. D'ailleurs, c'est avec son album en 2008, 808s and Heartbreak, qu'il a permis de décomplexer les artistes sur le fait d'assumer ses émotions et ses pensées les plus intimes. Ça a été finalement si peu pris au sérieux qu'on s'est longtemps amusé de la démence de Kanye West en criant constamment génie, en pensant même sa folie comme une stratégie business et promotionnelle, sans jamais penser qu'il était peut-être vraiment malade. I've never been diagnosed until I was like 39 years old and stuff, so put that on me as... What do you mean by diagnosed? Diagnosed with a mental condition. But like I said, on the album I said it's not a disability, it's a superpower. Dans ce genre de situation, on peut se demander pourquoi est-ce que son entourage l'a pas préservé de l'exposition médiatique, sachant que c'est une des choses qui crée le plus de pression et qui en pousse beaucoup à la crise de nerfs en live. Et je pense que c'est pas pour rien qu'un artiste comme Nekfeu a fini par se retirer des réseaux et plus donner aucune interview. Et les répercussions sont parfois hyper concrètes, comme on peut le voir avec Diams ou encore Kid Cudi, qui a été hospitalisé pour dépression et tendance suicidaire en 2016. Il y a aussi Vald qui dit avoir envie de se suicider comme Kid Cudi. J'ai envie de me suicider comme Kid Cudi. Il y a Gizmo qui, sur son album Amicalement Vôtre, parle de son mal-être et de sa dépression profonde. Et même L'Homme Pâle, qui avoue à sa mère dans le morceau Sur le sol qu'il a une tendance à vouloir provoquer sa propre mort tant ses pensées sont noires. Aimant, tu veux un double scoop quand je prends ma mob alors que je suis pété à la mort. C'est pas de l'inconscience, non, c'est que j'en ai rien à foutre. Mourir, j'en ai rien à foutre. Je touche du bois quand vient le feu, je touche du fer quand vient la foudre. D'ailleurs, son album Flip met beaucoup en avant sa démence, la dualité de ses personnalités, et on ressent que l'homme est un peu instable. Comme on le voit, c'est un milieu où il y a énormément de personnes en souffrance. Alors bien évidemment, ça se limite pas au domaine de la musique, mais c'est un univers où tout ça est vraiment exacerbé. D'ailleurs, Denzel Curry en parle dans son clip Cloud Cobain. Il met en avant les problématiques de cette industrie. Parce qu'une des raisons qui explique tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, c'est l'environnement, et on va checker ça de suite. Je me défonce pour me rappeler, je me défonce pour oublier. Salut, salut. Comme le cinéma, la musique peut être une industrie nocive et remplie de vices. Les streams, les chiffres de vente, les clashs, les comparaisons entre rappeurs, tout ça c'est plein de raisons qui peuvent tuer des artistes. Côté business, t'as des artistes qui ont signé en étant jeunes, inexpérimentés et pas bien entourés, ce qui les a amenés à être prisonniers de leur maison de disques ou de leur manager. Certains artistes se retrouvent alors obligés de produire une musique sur laquelle ils n'ont plus la main mise concernant la direction artistique, et ce parce qu'un producteur cherche à consolider une image pour faire plus de chiffres de vente. Résultat, les artistes se sentent asservis, ils se reconnaissent plus dans leur art, et ça crée une grosse dissonance identitaire. Dans Same Song and Dance, Eminem parle de l'utilisation et de la sexualisation des femmes dans l'industrie. Il interprète un psychopathe, aka Slim Shady, son alter ego complètement fou, et il séquestre des femmes dans une cellule en verre en les forçant à danser et chanter. Tout le morceau est un message qui parle du poids de la célébrité et de la prison que représente l'industrie musicale une fois qu'on y met le pied dedans. Last song you'll ever get the chance to sing. You sexy little thing, show me what you got, give it your all. Look at your ball, why you crying to me? Sing song and dance. Il y a la célébrité qui joue aussi un rôle là-dedans. On peut penser au fanatisme, le fait d'être idolâtré par plein d'inconnus qui te placent sur un piédestal. Et par rapport à ça, Ishal disait en interview, un homme est pas préparé à recevoir autant d'amour d'un coup. J'entends les hurlements des voyous, j'entends les cris des skateurs. J'ai l'air heureux quand je monte sur scène, c'est grâce aux antidépresseurs. Les conséquences de la notoriété, c'est aussi un entourage qui change. Des nouveaux amis intéressés qui viennent, des anciens amis qui te lâchent, et tout ça, psychologiquement parlant, ça peut être très lourd à porter. Il y a aussi l'instabilité, les artistes sont pas assurés, c'est pas garanti que ça marche pour eux hyper longtemps, ce qui fait que toute cette insécurité en pousse beaucoup à plonger dans les vices.
C'est important de souligner que le manque d'intérêt porté à la santé mentale dépasse l'univers de la musique et s'étend à toute la société. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui il y a énormément de congés maladie pour cause de burn-out. Encore une fois, pour moi, c'est nécessaire de dissocier la folie abordée comme étant du spleen de celle qui parle d'expérience personnelle d'hospitalisation, de traitement suivi, parce que finalement c'est celle-ci qui n'est pas encore beaucoup assumée et qu'on devrait plus approfondir. De ton côté, est-ce que tu penses ou est-ce que tu as perçu une évolution dans la manière d'aborder la santé mentale dans la musique? Est-ce que tu en entends plus parler qu'auparavant? Bref, fais-nous savoir tout ça en commentaire. Et voilà, l'épisode est terminé, j'espère que tu auras kiffé. Alors tu connais le refrain, tu peux liker la vidéo, la partager, lâcher ton avis en commentaire, mais surtout abonne-toi à la chaîne YouTube de Tataki et va t'abonner également aux playlists qu'on a concoctées pour toi sur les plateformes de stream. Nous on se retrouve très bientôt, prends soin de toi. Ciao. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shine ain't always gonna be